je crois. Allez, c'est parti, Monsieur Série and Friends, saison 7, épisode 6. On est donc le lundi 15 novembre 2021, comme ça, on a mis la date, on a mis le choix dans la date, comme dirait l'autre. Pas de Ah là là. contre-pétrie, bonsoir. Ouais, bah après, on va parler de choses qui font pleurer, donc d'abord, on rigole un peu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis accompagné, alors là, genre de choses qui arrivent jamais. Mais, Cécile et Olivier en même temps. eh oui. Donc, On n'enregistre pas The Orville, là? c'est ça. Ouais. Ah putain, on n'a rien compris, nous. On pensait on parlait de The Orville. Non, en fait, on voulait juste prouver qu'on n'était pas la même personne. C'est ça. On insiste. The Orville, c'est pas assez. Bah, c'est pas une preuve que tout le monde écoute, du coup là, on est dans le podcast principal, vous avez la preuve. Et pourtant, The Orville est quand même pas mal écouté. Et on vous en remercie. Ah, c'est gentil. Voilà. Et puis, il y a des gens de goût, et puis c'est tout. Les autres. Mais oui, c'est ça. Voilà. Hein, les vrais savent, comme dirait l'autre. Nous sachons. Nous sachons, effectivement. Comment allez-vous? Eh ben, bien. Bien. Oui, Ça ça va. pas trop fatigué. Bon, si, tout le temps, mais bon, ça, c'est mon quotidien, donc... Après un week-end de 4 jours, forcément. c'est... Week-end de combien de jours? Je sais pas, j'ai pas eu, moi. 4, non, j'ai eu un jour, et puis nouveau boulot où il y avait personne, où j'avais des réponses out of office toutes les 5 secondes. Ou pas de réponse. Du tout. Voilà, donc en gros... ils auraient pu t'envoyer un doigt d'honneur, tu vois, donc c'est pas si... Ouais, finalement, c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal. Alors, au programme de cet épisode, on va faire cet épisode un peu, même très hommage à Dean Stockwell qui donc nous a quittés il y a un peu moins de 7 jours, donc un peu moins d'une semaine, à 85 ans. Donc ça, on vous en parlera en parlant de 2 épisodes de Code Quantum, donc Quantum Leap. Vu qu'on avait déjà fait le pilote il y a quelques saisons maintenant, 3 ou 4, je sais plus ce qu'on avait dit, on a pris 2 épisodes de la saison 3, les 2 premiers épisodes qui étaient en fait un épisode en 2 parties, un épisode de la chialade comme dirait Cécile. Tout à fait. Et c'est un épisode qui est difficile et qui donne envie d'aller sur n'importe quel magasin et dire « Allez, j'achète l'intégrale, c'est bon, C'est clair. J'en ai marre d'attendre que ce soit disponible quelque part. J'ai les DVD. Moi, je veux les Blu-ray. Je veux les Blu-ray des vinyles. Un truc qui n'a rien à voir. Je veux les laserdiscs Code Quantum. Tu allais dire quoi, Olivier? Non, j'allais dire, justement, en regardant les épisodes, je me suis dit, c'est peut-être comme Cold Case, en fait, il y a tellement de musiques qui sont utilisées, des musiques connues, de trucs comme ça qui sont utilisés, qu'en fait, c'est peut-être pour ça qu'on le voit pas trop sur les plateformes. Pour des questions de droits musicaux et compagnie. Ça doit sans doute être le cas. Après, comme je viens de le vérifier... Je ne peux pas comprendre, je ne vois pas d'autre raison. C'est tellement génial cette série que pour moi, il devrait se l'arracher, quoi. Enfin, c'est vraiment... Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un épisode et c'était vraiment bien. Voilà, ça on en reparlera en détail. Je revérifiais si les Blu-ray étaient à un prix raisonnable. 120 balles. C'est... Alors qu'il y a moyen d'avoir l'intégrale en DVD à 40. Ouais. Les Blu-ray, c'est toujours... Voilà. Est-ce que les Blu-ray, machin, ça, on n'en sait rien. Mais je sens qu'il va y avoir quelque chose qui va tomber dans la liste Père Noël. Cher Papa Noël, je voudrais Code Quantum en entier. Parce que je n'ai pas assez de séries à regarder depuis... on se fait chier avec les nouvelles séries, puis c'est tout. À un moment donné, il faut... On se fait chier avec les nouvelles séries. Moi, je dis, si le Père Noël existe, autant demander une fin à Code Quantum. Hein. Ouais. Mais là, ça va être difficile à faire. On est bon techniquement, mais... Oui, mais si le Père Noël existe, c'est bon. Oui, c'est vrai. C'était le postulat de départ. C'était ça le postulat de départ, le postillon de départ. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Bref, voilà. On va en reparler dans la deuxième partie de ce podcast. Alors, c'est marrant parce que je regardais si sur Momox, il n'y avait pas des coffrets Blu-ray un peu pas chers. Et en fait, je viens de m'apercevoir, je ne connaissais pas.
ils ont sorti des romans Code Quantum en Oui, j'ai vu aussi. Quoi livre de poche. Ouais. Ouais. Comme Quantum Prélude Ouais. de Ashley McConnell, c'est ça que tu as vu? Ouais, c'est ça. Tome 1, c'est le prélude. Tome 2, c'est pilote. Tome 3, c'est je sais pas quoi. Et tome Là, je 4, le vois le à fantôme et le 58 détective. centimes. Ouais, ça a l'air d'être de la bonne littérature. Non, mais déjà, la question, c'est pourquoi ils sont pas dans ma bibliothèque. C'est ça. Alors, c'est dans la collection J'ai lu. Oui. Mais non, j'ai pas lu, je veux lire. Et c'est sorti le 4 janvier 1999. Ah oui, donc 22 ans. 10 ans après que C'est ça, bien après quand même. la série ait lieu, quoi. Et pourtant, la photo qui est sur la couverture, Ah oui, on dirait un roman de gare. Je suis vraiment désolé. Ah oui, là, sur la photo. Tu ouais, crois que Hal est... tu crois qu'il y a une histoire? Alors, Un vu que petit c'est Hal Ashley Sam. je connais pas très bien Ashley McConnell. Si ça avait été écrit par Marc Lévy, peut-être. Mais... Non, romance gay, j'y crois pas trop. Non, c'est vrai. Il fait pas ça. Et puis entre un fantôme et Ah, ça par contre il fait. Entre un fantôme et un humain. Ça c'est bon. Ça c'est Marc Lévy-esque. Ça c'est bon. C'est vrai, t'as raison. Enfin bon, voilà, Bref. je viens de découvrir ça et ça change un peu ma vie, quoi. Enfin, je ne connaissais pas. Il va falloir trouver ça. Hein. Mm. Ça pourrait être, Il va falloir lire ça et voir si c'est bien ou pas. Oui, c'est ça. Bref, on va passer à l'actu. Et tout de suite. Voilà, c'est pas de transition. Et donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de coffret pas cher sur Momox. Non. Moins De toute façon, si on avait eu, ils auraient disparu de C'est vrai. suite. Donc, Le seul truc que j'ai vu, c'est le moins cher que j'ai vu, c'est 109 €. Donc c'est pas non plus, c'est pas non plus un prix très abordable. Après, bon, voilà. On va passer aux actus. Alors, vous savez que Law & Order a donc un revival qui doit arriver. Et on a la date d'arrivée de ce revival sur NBC, enfin NBC Peacock, en février, le 24 exactement. Voilà, un revival de Beat Lou. Ouais. Et... Bon, je pense que ça peut intéresser les personnes, mais sachez que... De toute façon, le Law & Order, c'est vraiment un truc qui peut marcher sur toutes les années. Enfin, c'est pas... c'est intemporel, ce truc. Totalement, donc pourquoi pas, hein, c'est le genre de truc, ça peut... Moi, à chaque fois que j'entends parler de Law & Order, j'entends Phoebe qui dit Order and Law. Moi, je vois des tweets de Trump, mais bon. Ouais, c'est ce que j'allais dire, bon, je préfère Phoebe quand même. Ouais, moi je préfère aussi ma version. Hein. Moi aussi, mais... Alors, on a un renouvellement, toujours chez NBC, pour La Brea, je sais pas comment ils disent. J'ai toujours pas commencé cette série. Moi non plus. Non plus, moi les séries concept, j'ai peur maintenant. Mais moi aussi j'ai peur, mais ça a l'air d'être pas mal ou de pas mal marcher. Mais en tout cas, entre les séries qui buzzent sur Twitter et leur qualité, on sait qu'il y a aucune cause et conséquence réellement. C'est pas parce que c'est trend que c'est de qualité. C'est ça, exactement. C'est ça... Et... J'aurais pas pu faire un épisode sans parler de Ted Lasso, c'est impossible. Saison 7, Ted Lasso. Voilà, donc ça on en reparlera plus en détail quand on aura vu, ou si quelqu'un avait vu, mais là, en tout cas, il y a une saison 2 qui était commandée. Donc ça veut dire que ils sont contents des chiffres. Mais surtout qu'en France, il n'y a toujours pas de diffusion non. prévue. Non, ça risque d'être TF1. Hein. Ouais, mais ce sera en fin de saison, ça va être acheté en mai, quelque chose comme ça. C'est ça pour l'été. Ils vont passer pendant l'été. Il va y avoir 4 saisons qui seront déjà sorties aux États-Unis, qu'on va avoir la première en France. Enfin, Et on a aussi la date du revival de Sex and the City, qui s'appelle donc And Just Like That, qui arrive sur HBO Max le 9 décembre. Et voilà. On n'a pas tellement envie, ça. Voilà, et je crois que même les chats ne sont pas d'accord. Oui, c'est ça, ils se battent. Ah, Sex and the City. Ah non, alors. Non. Sex and the Kitty. Surtout, ils savent qu'il n'y a pas Samantha et que du coup... And Just Like... Sex and the City sans Samantha, c'est... And Just Like Cat. Je peux te faire tous les jeux de mots possibles avec les chats et Sex and the City. Juste parce que, moi, ça m'a fait rire, c'est qu'on a vu dernièrement des photos du tournage
How I Met Your Father, avec Hilary Duff, entre autres. Et dernièrement, on a eu la photo un peu promo où voilà, on voit une bande de 3 mecs et 3 filles sur un pont à New York. Et c'est une photo dégueulasse. Ouais. Ça donne absolument pas envie. Alors que de C'est base, j'étais en train de me horrible. dire, why not? Non, mais Ah, moi non, enfin, la photo m'a fait une vibe why not aussi. Hein. Alors, déjà, quand même, si on se rend compte, c'est qu'on a eu 4 actus, 3 c'est des reboots, hein. Enfin, ou des dérivés, ou Il y a des. que ça en Donc, post-Covid. c'est quand même flippant. Et puis, effectivement, moi j'ai eu le même sentiment que Fred. Je me suis dit, putain. En fait, moi, ce que j'aimais bien, c'était le côté un peu impertinent de How I Met Your Mother. Il y avait des blagues qui sortaient un peu de l'ordinaire, machin, alors que là, j'ai l'impression qu'ils vont nous refourguer un truc qui est totalement politiquement correct et totalement banal, en fait. Je sais pas. C'est ce qui se dégage de la photo après. Voilà. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que donc on avait Bob Saget qui était le narrateur, qui faisait la voix de Ted dans le futur. Ici, c'est Kim Cattrall qui fait la voix. Donc je me dis, bon, on a Kim Cattrall quelque part. Ouais. Non, moi, En fait, ils se sont plantés dans les contrats, ils ont foutu Kim Cattrall. en fait, moi, ce qui m'a dérangé tout particulièrement, en fait, c'est si vous regardez la photo de façon très très attentive, regardez un des 2 pieds de Hilary Duff qui ne touche absolument pas le sol, qui n'a pas d'ombre. Voilà, ça c'est. Et en fait, on voit que tous, globalement, ils étaient là sur le plateau, et elle devait avoir un truc en dessous de son pied, ou je sais pas quoi, et on n'a pas réussi à bien l'effacer, donc on a l'impression qu'elle piétine le pied de son copain à côté, là, je sais pas quoi, et il y a un problème Photoshop. Elle a une jambe un peu levée, et il y a un problème Photoshop. C'est un peu Ouais. C'est toujours un peu la même chose sur ce genre de visuel là. Mais bon, on va pas, voilà. Des photos dégueu de Friends, on en a eu. Des photos dégueu de toutes les séries, on en a eu. Non, c'est sûr. On va pas non plus se baser là-dessus. Moi, j'attends de voir effectivement l'écriture de tout ça. Enfin, ce qui est sûr, c'est que je regarderai, quoi. Enfin, je jetterai un œil. De même. Bah, pareil. Je suis parce que pour le coup, c'est pas un. Enfin, c'est vraiment un reboot, quoi. C'est pas un truc. On change vraiment de personnage, de truc et tout. Donc ouais, ce n'est même pas une suite. C'est pas une suite, c'est pas un y a aucun préquel, lien, c'est pas. Voilà, c'est vraiment un reboot total, quoi. Après, le aucun lien, on n'en sait rien. Ah oui, non. En tout cas, il n'y a aucun lien évident. Voilà. Oui. Mais je pense qu'ils vont pas se priver de mettre un lien. Ah, ce qui serait quand même très con. Enfin, à un moment donné. Enfin bon. Mais j'espère que. Moi, je vois le truc, on a repris un concept et on refait un concept dessus, quoi. Bah, ouais, non, mais genre, ne serait-ce que le bar ou quelque chose, ils peuvent reprendre. Ah oui, oui. De toute façon, quand on voit les photos de tournage, le bar ressemble très très fort. Et j'ai l'impression que c'est le McLaren aussi, hein, si vous regardez bien les quelques photos. Par contre, chez Paramount+, que l'on n'a toujours pas chez nous, si je me trompe pas. Alors, il y a Paramount Channel chez nous, mais pas Paramount+. Voilà. Donc on a encore un reboot de Fatal Attraction, donc le film avec Glenn Close, le thriller de 1987, où on pourra retrouver Lizzie Kaplan. Ok. Et là je dis, on a Lizzie Kaplan quand même. Et puis d'où mon ok. Ça me plaît. C'est ça. L'idée de base me plaît. Bah ouais, je me dis qu'elle s'est quand même jamais trop trompée dans ce qu'elle a fait, quoi. Donc bon, pourquoi pas. Bah non, et puis c'est une super actrice que j'adore, quoi. Enfin. Derrière, on a niveau scénariste, on a Alexandra Cunningham qui a été derrière Dirty John et Bates Motel. Voilà. Ouais, je connais ni l'un ni l'autre, mais. Donc bref, on a des choses pas trop mal. Moi, je dis pourquoi pas. J'ai de vagues souvenirs de Fatal Attraction, mais. L'avantage c'est que depuis 92, bon, on a. 87. 87. Ah putain, je crois que c'était plus. Ah, c'est marrant, je croyais que c'était plus. C'était Glenn Close et Michael Douglas. Je me souviens très bien, ouais. On avait justement. Mais justement, je croyais que on était plus du côté de. Ok. 90. 87. Non, 87. Okay. Et où en fait on racontait l'histoire d'un avocat marié qui a un coup d'un soir avec justement Alex qui était joué par Glenn Close. Donc ici Alex serait
serait donc Lizzie Kaplan. Et pendant que justement la femme de Dan est en dehors de la ville, et on aura justement voilà une attraction, comme il dit, le titre le porte bien, hein, Fatal Attraction, donc c'est vraiment une attirance dangereuse et Non, du stalking, etc. Quand même, ce qui est pas mal, c'est que c'était un film qui était plutôt bon, mais qui est passé qui a été un peu oublié, et finalement, enfin moi je trouve que faire des remakes de bons films qui ont été oubliés, les remettre au goût du jour et tout, c'est pas forcément une mauvaise idée. Donc moi je trouve ça plus intelligent que de faire des remakes de trucs qui sont encore très connus, encore très vus, encore très frais, et voilà. Donc après ici on voit que Paramount essaye d'aller chercher du côté de son catalogue de films pour justement faire des choses dans le même genre, parce qu'il y avait aussi Flashdance qui était cité, entre autres. Mais alors ça par contre tu vois je suis moins moi j'aime beaucoup Flashdance. Oui, mais je pense que le film est encore trop culte pour se dire tiens on va faire un remake quoi. Ouais, c'est vrai que par rapport à Fatal Attraction, ce n'est pas du tout le même niveau. Les jeunes ils connaissent Flashdance quoi. Ils connaissent grâce à une chanson quoi. Oui. Surtout. Et une scène ou deux, mais. Ouais, et puis le film est tellement culte quand même que les parents, enfin moi je sais que je vois dans mon entourage, les gamins de 10-12 ans, ils ont vu Flashdance grâce à leurs parents quoi. Alors, truc qui, voilà, c'est totalement personnel. Au tout début où je fréquentais ma femme, un des premiers films que je lui ai montré que je connaissais et qu'elle connaissait pas, c'était Flashdance. Parce que pour moi, c'est un film vraiment important que j'ai en DVD, comme il y a plein de films, et bon, il s'avère que ma femme s'appelle Alex, et dedans, elle s'appelle Alex. Ah, le plan drag. Non, parce qu'on était déjà ensemble depuis un petit moment, donc on n'est plus au niveau de la drague, là. On est au niveau où on échange. C'est intéressant. Moi, vous remarquerez que je ne dis rien, parce que je n'ai vu aucun de ces films, et je n'ai aucune idée de quoi on parle. Je fais une Mathieu. Ah ouais. Non. Mais franchement, je sais vraiment ce que c'est chaque film, mais c'est tout. Hein. Je n'ai pas vu. Mais voilà, en tout cas. Mon chat non plus. Voilà deux films à voir. L'un est un thriller très, très, très sympa, et où les deux acteurs sont vraiment très, très bons. Et l'autre, c'est un drame romantique sur le développement justement d'une femme et de son émancipation. Pour résumer, hein. Voilà. Ensuite, on a Happy Face chez Paramount. Et là, c'est une nouvelle création, mais basée sur un podcast True Crime. Mais... Ah, c'est pas un pingouin qui danse ? Mais, attention. En producteur exécutif, on a Robert et Michel King. Ah. Ouais, mais si c'est pas eux qui écrivent, c'est Jennifer Katsiccio, qui a écrit dernièrement Your Honor. Voilà. Ah, c'était pas mal, Your Honor. Voilà. Mais pas très connu. Ouais. Mais c'était pas du tout dans le style de ce que font les Kings d'habitude. Hein, mais c'était pas mal. Non. Et voilà, en tout cas, c'est basé sur le podcast du même nom, donc, qui était justement créé par Melissa Jesperson Moore. C'est marrant parce que je viens de commencer aujourd'hui Only Murders in the Building, pardon. Ouais. Donc on est dans le podcast True Crime aussi, donc comme par hasard. Sauf que là, ce n'est pas basé sur un podcast existant. Non, non, c'est pas un truc. Ils écoutent un podcast de True Crime dans la série. Mais... Ah là là, j'aimerais tellement être à la place et pouvoir redécouvrir la première saison. C'est tellement bien. Regardez-le sur Disney+. Ensuite, on a la date de la saison 5 et dernière saison de Search Party sur HBO Max, qui est pour le 7 janvier 2022. Pourquoi putain ? Parce que c'est une série que j'ai abandonnée milieu de saison 2, mais pas parce que je l'aimais pas, mais parce que j'ai toujours eu... C'est marrant, c'est une série, j'ai toujours eu d'autres priorités. Et finalement, j'ai fini par plus regarder, en fait. Et je suis tellement étonné que ça arrive jusqu'à 5 saisons que un jour je regarderai la suite. Mais
Moi, elle m'a fait pareil, pas, je sais plus à quelle saison exactement, mais à un moment donné, elle m'est tombée des mains. Vraiment, et pas parce que pas bonne, mais juste parce que plein d'autres choses, et puis Ouais, c'est ça, il fallait en choisir une à sacrifier, quoi. Ouais, c'est ça. C'est marrant, bah pareil. Et donc je suis toujours. En fait, c'est la série que j'oublie. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison qui arrive, je me dis ah putain, mais oui, il faudrait que je m'y remette. Et puis Déjà je m'y remets pas. Donc C'est ça. Saison 14 quoi. Mais il y a des séries où parfois on dit oui, ça c'est la saison 10 de la saison combien. Comment? Mais et parfois Bienvenue dans la saison 18 de Grey's Anatomy. Oui, bah, voilà. Ça aussi, hein, quand on me dit, moi j'ai arrêté à la saison 8, Mais un tu truc fais- comme ça, et je trouvais. Ah, c'est bien la saison. J'ai bien aimé. Elles sont toutes. Oui, et je trouvais Non, déjà non, que ça Les commençait à premières. faire long, et maintenant quand on me dit 18, mais je me dis, mais c'est pas possible, Ah non, c'est les mais, feux de l'amour, le machin, quoi. Enfin, c'est C'est bah de la oui. souffrance maintenant. C'est plus que de la souffrance. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais parfois il y a des trucs, je me dis, mais j'avais l'impression qu'on en avait parlé au début du podcast. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Parce que Mais vraiment. non, mais en fait, en plus, Search Party, c'était pas une saison par an, quoi. Il y a eu une saison, et puis Oui, après, il y a eu creux. 2 ans, et puis après, il y a eu 1 an et demi. Enfin, c'est pas une sortie régulière. Donc, ouais, bah, en fait, ça a dû commencer à peu près au moment où tu as commencé le podcast. Hein. Oui, ça, je pense qu'on en a parlé dans le podcast au tout début, effectivement. Donc, oui. Alors, niveau renouvellement, on a aussi Star Trek Prodigy, c'est une saison 2 sur Paramount+, Centaur World. Voilà. Ça me donne envie Saison d'écouter 2. un album de Prodigy, mais c'est tout, quoi. Ouais. Jurassic Park Camp Cretaceous, saison 4. Ah bon? Déjà, en fait, moi, je viens Je d'apprendre l'histoire de la série. Hein. je savais même pas qu'il y avait eu une saison 1, 2, 3, donc ok. Mais c'est de l'animé, ça. Les deux. Oui. Et Squid Games, saison 2, Netflix. D'accord. Bah, je viens de finir la 1. Et On va voir si les gens l'entendent. c'est... Mais c'est pas si pire, franchement, il y a quand même bien pire que ça. J'adore cette façon de critiquer les séries. Ouais, ça va. Alors, il y a pire. Non, elle est pas mauvaise, mais c'est juste que tout le monde dit que c'est révolutionnaire et ça l'est pas. Ah oui, non, enfin, si je peux dire 2 mots sur la série, parce que vraiment, je l'ai fini ce midi. Il y a de belles séquences. Il y a quelques jeux qui sont vraiment... qui créent une vraie tension. Ouais. Mais à côté de ça, c'est quand même écrit avec les pieds. Pourtant, la série, elle a vraiment tout pour me plaire. C'est-à-dire qu'elle parle de la guerre entre les riches, les pauvres. Enfin voilà, elle a plein de thèmes du sadisme, enfin vraiment plein de trucs que j'aime. Le truc qu'on a déjà vu dans Hunger Games, c'est dans Battle Royale, quoi. Oui, oui, d'accord, mais le cinéma coréen utilise beaucoup ces thèmes et tout, et en général le fait de manière assez différente des japonais. Enfin, il y a des choses intéressantes quand même, mais bon, le problème c'est que c'est écrit avec les pieds, quoi. Donc c'est marrant à regarder. Simplement, le problème c'est que t'as des ficelles qui sont énormes et t'as des incohérences qui le sont encore plus, quoi. Donc c'est dommage parce que finalement c'est quand même, enfin les Coréens ils savent faire, quoi. C'est quand même assez joli à regarder, et puis c'est il y a quelques séquences qui sont assez cool, quoi, qu'on voit pas dans d'autres séries, et les décors sont assez fous par moment, et on se dit qu'avec un vrai scénariste à la barre, ça aurait pu vraiment donner une super série, quoi. Alors il paraît qu'on ne dit plus c'est écrit avec les pieds, c'est écrit avec l'algorithme de Netflix. Ouais, peut-être. Enfin, là... Non, parce que le scénariste, ça fait plus de 10 ans qu'il essayait de refiler son projet, donc... Il y a peut-être une raison. Ouais, là je sais pas, parce qu'en fait c'est plus de l'ordre de l'incohérence, que de l'ordre de ficelles toutes trouvées, en fait. Parce que mine de rien, en fait, c'est peut-être pas l'écriture, c'est peut-être aussi le montage. Non, parce que par exemple, tu vois, bon, il y a un flic qui se balade sur l'île où sont les mecs et tout, et il y a un moment donné où tu fais, mais non, mais c'est pas possible que le mec il puisse se balader tranquillou comme ça, alors que t'as des caméras partout, t'as 3000 mecs armés dans tous les sens, et le mec se balade comme si il était aux Galeries Lafayette, quoi. Donc il y a un moment donné, tu t'y crois pas une seconde. C'est à un moment... c'est la suspension d'incrédulité qui tient pas. C'est ça. T'as dans le premier ou le deuxième épisode, t'as une meuf qui se bat littéralement pour pouvoir aller aux toilettes. Et dans les épisodes suivants, mais tout le monde va aux toilettes quand il veut, quoi.
Donc, et là, tu fais, mais la meuf, elle s'est quand même fait chier dans le premier épisode pour aller aux toilettes. Et vous y allez là comme ça, comme si c'était porte ouverte aux toilettes, quoi. Donc, enfin, il y a un moment donné, tu crois pas, enfin, tu peux pas y croire, quoi. Donc c'est un peu emmerdant pour ce genre de choses où t'as quand même vraiment besoin d'y croire. Mais globalement, il y a quand même bien pire comme série que Squid Game. Ouais. Totalement. Okay. Le truc, je pense que elle a eu plus de publicité que Alice in Borderlands, qui semble être assez proche. Ouais, mais j'ai préféré Alice in Borderland, par exemple. Ouais. Et mais bon, c'est très très proche, c'est la même série, c'est pas. Bah, c'est un peu le même style de série, ouais, parce que c'est des jeux. Enfin, c'est pas pareil parce que dans Alice in Borderland, les jeux sont très évolués, alors que dans Squid Game, c'est des jeux très enfantins en fait. Donc t'as un contraste entre la mort et le côté enfantin des jeux qui est assez fort, alors que dans Alice in Borderland, les jeux sont très très sadiques, très très évolués, très très mais globalement, je trouve qu'en termes de rythme, en termes de moi j'étais beaucoup plus pris dans l'ambiance de. En fait, Alice in Borderland, ils cherchent pas justement à créer des trucs artificiels un peu comme le fait Squid Game, juste avec les toilettes, les machins, le flic. C'est des trucs qui sont totalement exogènes en fait au principe du jeu et qui viennent polluer en fait ces jeux et l'histoire, quoi. Donc qui font que t'y crois pas. Alors que dans Alice in Borderland, t'as pas tout ça. C'est juste les jeux. Et chaque épisode est un jeu différent et chaque épisode te fout en stress, quoi. Donc même s'il y a des gros défauts aussi à Alice in Borderland, mais globalement je trouve que c'est plus satisfaisant. Ok, on retiendra aussi que le nom québécois de Squid Game est le jeu du calmar. Et voilà, bah ouais. Tout est dit. Voilà. Bon, alors, niveau annulation, on a aussi The Big Leap, qui n'aura donc pas de saison 2 et pas de saison réellement complète non plus. Tout comme Our Kind of People sur Fox aussi, donc les deux des nouveautés de Fox, ciao. Voilà, Mathieu n'est pas là ce soir pour pleurer dessus, mais bon, voilà. Sachez que maintenant, quand vous voyez que Mathieu aime une série Network, sachez qu'elle sera annulée au bout de 10 épisodes. C'est faux, il aime beaucoup 911 et tout va bien. Je le défends. Tu le défends. C'est juste pour l'emmerder. Alors qu'il est en larmes en train d'écouter, là, le pauvre. Et voilà, donc Search Party, je l'avais dit, le renouvellement, je les ai dit. Et donc, voilà, comme on l'annonçait ici au tout début, donc on va parler de Code Quantum, donc Quantum Leap, parce que voilà, Dean Stockwell, qui jouait donc Hal dans Quantum Leap, est mort à l'âge de 85 ans, donc le 9 novembre dernier. Des suites de causes naturelles, en fait. Oui, il était juste vieux. Il était plutôt jeune. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup cité Code Quantum parce que c'est quand même le truc qui ressort le plus souvent. C'est là-dedans où il a été de façon plus long, hein, de 89 à 93. Mais bon, voilà, moi la carrière de ouf qu'il a eu, quoi. Voilà, sa carrière n'est pas du tout à envier. Hein, enfin, elle est plutôt à envier. Je me suis trompé dans ma phrase. Bah, plutôt envier, parce que voilà, Battlestar Galactica, dans les derniers, on a Jag, on a. Moi, j'avais vu dans le Dune de David Lynch. Il avait joué dans Blue Velvet de David Lynch. Aussi, enfin, voilà. Quand on fait la liste des réalisateurs avec lesquels il a tourné, tu fais, mais le mec, il a un truc de ouf, quoi. Il a tourné avec Wim Wenders, avec William Friedkin, avec Coppola, avec Lynch, avec Jonathan Demme, avec Denis Hopper. Enfin, c'est un truc c'est assez fou parce qu'en fait, c'est un peu comme quand on parlait dans Mon ami Schwarzy, donc sur la fin des temps, avec Pollack, j'allais dire Steven Pollack, mais c'est pas Steven Pollack. Non. Zut. À chaque fois, voilà, c'est le truc qu'il fait. Hein. Je vais quand même vérifier si c'est pas Steven Pollack. Non, Steven Pollack, c'est un joueur de foot, donc ça n'a rien à voir. Ah oui, le second rôle, le flic, je ne l'ai plus. C'est pas très grave. Bah voilà, c'est le genre de gens qu'on voit et puis on sait pas son nom. Voilà, Kevin Pollack. Steven, Kevin. Bon,
Bon. Mais en fait, c'est le genre d'acteur que tu as vu dans énormément de trucs. Dans plein de films, tu te dis ah oui, il était là-dedans, mais en fait, c'est parce qu'on te le dit, parce que sinon tu t'en souviens pas, ou quasiment pas, ou alors si, parce que tu es très fan de genre, Blue Velvet et tout ça, il est quand même Ouais. très très présent. Il a mais fait une grosse scène culte dans Blue Velvet. Voilà, mais il a souvent des seconds rôles. Faut quand Ah même oui, c'est bien sûr. l'avouer, C'est quoi. vraiment à chaque fois des seconds rôles. Mais par contre, enfin, sa carrière, enfin, quand on prend sa fiche Wikipédia, on commence en 1945 et on finit cinéma, on finit dans les années 90, quoi, dans les années 2000, même 2004, quoi. Donc Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il a commencé, il avait à peine 9 ans. Hein, donc, c'est dingue, quoi. Enfin, de se dire que le mec, il a fait 60 ans de cinéma, il n'y en a pas ouais. beaucoup qui peuvent dire ça. Non, non, c'est ça. Même si c'est Il en a surtout des films. seconds rôles, enfin, faut durer quand même. Voilà, des second rôles, beaucoup de choses à la télé, des Golden Globes, Et c'est ça, c'est qu'en plus, il a entre autres. réussi. Enfin, Souvent, en fait, les acteurs, ils ont le début à la télé, après le cinéma, et puis du coup, ils font plus de télé. Et puis, enfin, c'est plus vrai maintenant, mais pour les acteurs de son âge, ou alors ils faisaient que de la télé parce qu'ils étaient catégorisés télé, et puis voilà. Ou alors ils font que du cinéma, et alors que lui, on le voit, il arrive à slalomer entre le cinéma et la télévision, et sans jamais qu'il soit catalogué ni dans l'un ni dans l'autre, quoi, malgré son rôle dans Code Quantum. et comme tu disais, il avait son premier rôle, c'était en 1947 dans Le Mur Invisible. Et il a remporté le Golden Globe de la jeunesse pour un drame romantique. Donc en fait, premier film, un Golden Globe. Et à la 5e cérémonie. Donc c'est quand même relativement fort. Hein. Ouais, non, bien l'avouer. c'est un super acteur. Effectivement. C'est un super Et acteur. au moment où il a été sélectionné pour Code Quantum, au moment où il a signé, il a été nommé pour un Oscar quand même, le gars. Ils se sont dit ah quand même, on a un nominé aux Oscars dans notre cast. Ce qui est pas à l'époque où quand Quantum commence, donc 89, un truc comme ça. 89, Et c'est pas évident. Hein. Le chemin entre le cinéma et la télé, c'est pas un chemin évident. Hein. Donc c'est vraiment, et ça montre aussi que le gars réfléchit vachement à ce qu'il fait, quoi. Parce que il a le courage aussi de passer du cinéma à la télé, de la télé au cinéma, et puis surtout quand on voit comment il arrive à fidéliser un peu les réalisateurs avec qui il tourne, on se dit que ça devait quand même être une personne, une bonne personne aussi, quoi. Oui, c'est ça. Sans doute, c'était très facile de travailler avec lui, très agréable de travailler avec lui, parce que pour avoir autant de rôles comme ça pendant ces années, c'est que effectivement, on aime travailler avec lui. Et moi, pour avoir suivi pas mal de choses que Scott Bakula a fait derrière, il est souvent apparu en guest dans les séries où Scott Bakula était lead. Oui. Ouais. Donc Star Trek Enterprise, il est apparu dans NCIS New Orleans il y a 2 ans, je crois. Donc non, ça faisait plaisir de les voir tous les deux. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a un vrai truc qui s'est passé entre les deux, quoi. Et donc là, en plus de ça, il y avait des rumeurs pas de reboot, mais d'un revival d'une suite de Code Quantum, justement, où ça avait l'air d'être en discussion. Là, par contre, je pense que je sais pas où ça va en être. En tout cas, là, je pense que s'il y a discussion, les discussions sont en pause indéfinie, hein, je pense. C'est un peu compliqué, effectivement. Là, je crois que... juste avant de passer à la partie sur les 2 épisodes, on a eu Disney+ qui a présenté une tonne de choses. Juste une impression là-dessus, c'est que vous allez bouffer du Marvel et à plus savoir qu'en faire. Dans tous les sens, dans toutes les formes possibles et imaginables. Même celles que vous ne voulez pas imaginer, vous allez en bouffer. Du Marvel et du Star Wars, quand même. Hein. T'as vu la tartine qui arrive. Hein. Ouais, voilà. Et des versions de leurs films Pixar, etc. en série. Des films, des specials, des suites de films, genre Hocus Pocus 2, voilà. Enfin... Après, moi, le problème, c'est que je suis cliente à mort de pratiquement tout ce qui vont sortir. Ah ouais, non, après, on te sort un nouveau film de l'âge de glace, et en fait, graphiquement, c'est dégueulasse. Oui, mais la boîte a fermé de ceux qui faisaient l'âge de glace. Oui.
Ouais, enfin, que la boîte est fermée ou pas, Disney n'a pas non plus des branques Ah techniques. non, non, mais mais ils font est-ce trop de qu'ils ont envie trucs. de faire quelque Non, chose mais ils correct font là-dessus? trop de trucs. C'est surtout Ouais, ça, qu'ils ont plus le temps de faire les choses. voilà, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, des films Pinocchio, par Robert Zemeckis. Ouais. Ouais. Enfin, voilà, quoi. Des zombies, On s'en fout. des trucs sur des baskets. Enfin, une saison 2 pour What If. Je sais pas qui a demandé ça, mais ok. Il y avait aussi une série pour Willow, hein, donc tirée du film avec Warwick Davis. Enfin, Déjà, enfin. ils auraient mieux fait de se concentrer sur un bon scénario pour Y de la semaine. Et puis... Oh, bah, ils l'ont annulé, donc ça tombe dans tout ça. Il y a des choses qui sont déjà annulées, on ne le sait pas encore. Enfin, on va passer à quelque chose de qualité. Voulez-vous? Yes. Hein? Ce truc de qualité, cette série de qualité, voilà, c'était la saison 3 donc de Code Quantum, qui donc date de septembre 1990, le 28, pour être J'étais exact. né. Ah oui, oui. Moi aussi. Ah oui. Pas l'âge de regarder ou de comprendre tout, mais... Non, mais de toute façon, J'avais pas un an, donc. De toute façon, c'était pas arrivé jusque chez nous encore là, non? En Non. termes de diffusion. Je pense pas. Je Non, pense non. pas. Et donc, on a regardé les 2 épisodes donc en 2 parties qui sont donc La famille avant tout, qui s'appelle en français, donc The Leap Home Part 1 et The Leap Home Part 2. Et donc là, c'est La famille avant tout en français. Pourquoi pas? C'est pas... Voilà. Bah, ça décrit bien ce qui se passe. Ouais. Bon, retour à la maison, ça aurait fait un truc un peu bizarre. Peut-être ça aurait vendu un peu trop de rêves. Genre, ah, ça y est, il a enfin trouvé, c'est fait, fini. Bref. Le non, portillon a enfin grincé. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. Et donc, le premier épisode, est-ce que je dois rappeler ce qu'est Code Quantum? Bon, peut-être. On peut rappeler ça. Tour du propriétaire. Tour du propriétaire. Donc, c'est une série de Donald Belisario. Donald P. Belisario. Je sais pas si on le dit, le P. Qui date de 89, où en gros, on avait le docteur Samuel Beckett, qui est un grand scientifique, qui a trouvé le moyen de terminer une expérience de voyage dans le temps, une expérience temporelle, si je ne me trompe pas, qui est en fait plutôt une machine qui est le Quantum Leap, justement. Parce qu'ils appellent Code Quantum en français, mais globalement, le Quantum Leap, c'est le nom de la machine. Et donc, il essaye ça et il disparaît dans le passé. Et en fait, il va voyager d'époque en époque et il va devoir trouver un moyen de pouvoir passer d'époque en époque en faisant des missions. Si je résume ça comme ça, il est aidé par Hal, qui est en fait son seul moyen de contact que seul lui peut voir, qui est donc joué par Dean Stockwell. Et donc, Scott Bakula va jouer donc le docteur Samuel Beckett. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que c'est une série qui est arrivée en 89, mais c'est une série qui était dans le futur, en 99. Et un futur bien avancé quand même. Ouais, 99, ils voyaient ça, alors que c'était juste 10 ans après, quoi. Donc, mais bref, voilà. Pourquoi pas, mais on y croit quand même. Et donc, Hal, il a un terminal qui permet de parler avec Ziggy, qui était un ordinateur, comme ils appellent ça, à architecture parallèle. C'est un ordinateur quantique, hein. Voilà, on va pas non plus... Mais bon, selon le monologue de la série, c'est un architecture parallèle. À l'époque, ça faisait bien, quoi. Ouais, mais bon, quantique, quantum... Il voulait pas se répéter, c'est pour ça. Voilà. Et donc, il travaille là-dessus, et donc, on va suivre tout au long de ces saisons le voyage de ce docteur qui doit trouver un moyen de rentrer à la maison. Une sorte d'Ulysse moderne.
Exactement. Illustre bien. Et donc, dans cet épisode, l'épisode 3.1, on arrive le 25 novembre 69 à Elkridge, en Indiana. Et ben là, il se rend compte assez vite, ce n'est pas un spoil, qu'il est arrivé, en fait, chez lui, Et ouais. dans les années 60, fin 60, au moment où il a 16 ans. Au départ, il pense qu'il est enfin rentré chez lui. Oui, au départ, c'est ça. Il voit que ça... Il reconnaît l'Indiana par rapport au champ de blé. Champ de maïs. Champ de maïs, et voilà. Mais il va commencer à avoir un doute quand il va rencontrer très vite son crush de l'époque, quoi. Ah, je suis pas chez moi, et pas la bonne période. Et donc voilà, il retourne chez lui, mais âgé de 16 ans, avant que plein de choses de sa vie n'arrivent. Et donc là, premier dilemme, est-ce que je dois changer des choses pour pouvoir changer le futur, ou est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que ça ne sert à rien, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? On sait très bien que modifier le temps n'est jamais une bonne idée, mais bon, on peut comprendre. Après, c'est tout le principe de Code Quantum quand même. Il est toujours là pour changer des trucs. Donc là, lui, la première idée qu'il a, c'est de se dire, si je me suis transmuté en moi-même plus jeune, c'est pour changer la vie de ma famille. C'est pour changer les événements qui ont fait que ma sœur a des problèmes, que mon père est mort, etc., etc. Il se dit ça au départ. Ouais. Mais c'est juste que Hal, il arrive, il fait, non, pas du tout, non. Désolé, non. Nope. Et lui, ça fait 2 saisons qu'on le transmute de corps en corps sans lui demander son avis. Donc là, il se dit, bon, bah, ça y est, le machin qui contrôle cette transmutation, il a enfin décidé de me faire un petit cadeau, quand même, que je puisse changer des trucs pour moi. Et non, ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça du tout. Et donc là, voilà, c'est quand même quelque chose qui va être assez difficile, parce qu'au bout de 3 saisons, enfin 2 saisons, et donc là, début de la 3e, on s'est bien mis en empathie du docteur Beckett, en se disant, bah, ouais, ce serait bien qu'il rentre chez lui quand même, et on peut comprendre ce qui se passe. Et puis en fait, on va comprendre quelques enjeux, on va voir les difficultés que ça peut avoir, est-ce que la tristesse que ça peut amener, le danger que ça peut amener aussi. Et donc, on a un épisode qui déjà, ce n'est que la première partie, est déjà quand même très puissant pour commencer une saison. Enfin, personnellement, j'ai trouvé. Ah oui, bah, tu commences une saison comme ça, tu te dis wouh. D'accord, ça va être sympa. Je pense qu'on a un des plus grands tire-larmes de la série avec Imagine, hein, quand même. Voilà, donc justement, parce que lui, il essaye de prouver, de changer le cours. Est-ce que l'on discute vraiment de ce qui se passe? Est-ce que si on discute pas ce qui se passe dans le 1, on peut pas parler du 2. Donc à un moment, il faut qu'on spoil tout. Donc en gros, ouais. Donc voilà, désolé, on va spoiler, mais encore une fois, il faut le voir jouer. C'est spoiler ce qui est là. J'ai vu je ne sais combien de fois l'épisode, j'ai pleuré. J'ai pleuré au 1, j'ai pleuré au 2. Tout va bien. Donc déjà, Sam, son père, il l'a plus vu depuis très très longtemps, parce qu'il est mort. Il meurt 3 ans après, je crois. Ouais, c'est ça, 3 ans après, d'une crise cardiaque. Maladie cardiovasculaire. Voilà, parce que voilà, il a pas une santé, il a pas une hygiène de vie très classe. C'était un fermier, un rancher avec la qualité de vie qui va avec, quoi. Voilà, c'est l'américain, très américain. Il fume, le matin c'est café bien noir, c'est du bacon, des œufs et des hash browns, donc les galettes de pommes de terre, donc tout, du gras, du cholestérol, enfin tout un tas de choses comme ça qui font que la vie, quoi. Voilà, c'est la vie, mais qui peut te l'enlever. Voilà, ça faut quand même bien préciser, c'est bien dommage. Ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. Voilà. Et n'oubliez pas que les produits laitiers sont vos amis pour la vie. C'est autre chose. Un autre lobby. Et la bière. Okay. La bière, voilà. C'est bien. Et donc on a aussi... t'as fini. Oui. On a aussi sa sœur, sa petite sœur qui, elle, va avoir de gros soucis avec son futur mari, qui est en fait un alcoolique qui est violent. Et le dernier vrai point, c'est son frère, son grand frère, qui lui, 69, c'est la guerre du Vietnam. Et donc il sait qu'il va se faire tuer à la guerre.
Et donc, il va essayer de faire en sorte d'empêcher le maximum de choses pour que son père, son frère et sa sœur aient un avenir bien différent. Bon, après, il y a des choses qui vont arriver, on se dit, il y a peut-être un espoir, et en fait, nope. Non. Nope. Donc, Mais donc voilà, pour essayer de convaincre sa famille que oui, il voit dans le futur. À un moment, il discute avec sa sœur. Sa sœur, elle le croit parce qu'elle est petite. Elle fait semblant de le croire plutôt. Elle demande du coup des nouvelles de ses groupes préférés, notamment les Beatles. Et elle demande ce que va faire, vu qu'il lui annonce que les Beatles vont se séparer. Zut, dommage. Elle demande ce que va faire John, vu que c'est son favori. Donc elle a fait John, oups. Donc Al lui dit non, dis pas. Non, c'est un peu trop fort. Donc il prend la guitare et il chante une des chansons justement de sa préférée qui est Imagine. Donc forcément, la résonance que ça peut avoir avec tout ce qui se passe dans l'épisode, plus les guerres de Vietnam, etc. Plus Scott Bakula qui chante, égale la chialade. C'est vrai. Sachant que la famille est quand même très anti-militariste. Ils sont très patriotiques, très américains, très. Il faut vraiment mourir pour le drapeau. C'est les rednecks dans toute leur splendeur, quoi. Donc pour eux, c'est les hippies, c'est vraiment des grosses merdes, quoi, qui vont contre le pays, qui sont des feignants, des chevelus, et puis voilà, quoi. Voilà. Effectivement, et donc ça a vraiment une belle résonance, et comme tu dis, oui, le fait qu'il chante, mais en dehors de ça c'est plutôt une question personnelle, hein. Effectivement, et donc là on va voir que il y a un déclic quand même qui se fait dans le regard de sa sœur, qui se dit qu'en fait il dit peut-être pas que des conneries, et donc ça va lui faire le choc de se dire qu'en fait ce qu'il a dit sur le fait que son grand frère allait mourir est vrai. Et donc, au lieu de l'accepter tel quel, elle finit en larmes en se disant il me ment, il faut essayer de sauver un peu tout le truc, quoi. Donc, voilà, ça c'est l'épisode là où on le retrouve avec sa famille, avec tous les problèmes, tous les choses qu'il essaie de régler. Personnellement, moi, c'est un épisode dont je me souvenais pas, parce que Code Quantum, je l'ai plus vu depuis bien longtemps. Parce que contrairement à Cécile, comme on disait au début, j'ai pas les DVD, il n'y a pas de plateforme pour les voir. Mais bon, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Mais moi, le truc qui, à chaque fois, me surprend, c'est que ça a beau être une série qui a maintenant 31 ans, 32 ans, il y a un grain, mais c'est pas moche du tout, parce que c'est l'avantage, justement, comme on disait au moment du pilote, c'est que c'est un truc historique, donc globalement si c'est un peu vieillot, c'est normal, il est dans le temps. Finalement c'est comme moi, hein. J'ai un grain mais je suis pas si vieillot que ça. Ouais, effectivement. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui va la rattraper, mais bon, un grain dans l'image, hein. Après, Code Quantum, ils avaient fait ce choix de rester aussi dans l'idée de la transmutation. Je crois qu'il le brise une seule fois, mais c'est qu'il se transmute dans la période de temps où il a été vivant. Donc il se transmute des années 60 à 99 chez eux. Ouais. Ça permet d'éviter aussi de pouvoir aller chercher trop loin aussi. Et ils n'ont pas de problème de décor ou moins. C'est plus simple à faire. Vu qu'ils sont dans le passé, ils n'ont pas le côté technologique à développer par rapport à la machine. Ouais. Ils ont juste la transmutation où c'est une lumière bleue et au final ça passe. Ça passe parce que c'est pas encore trop moche, même les effets. Al qui traverse des choses ou qui apparaît, c'est pas mal. Ça a pas trop mal vieilli, encore une fois, pour une série qui a 32 ans. Donc oui, voilà, ça c'est le premier truc. Et il y a pas mal d'effets qui sont des effets réels. Par exemple, moi je me souviens dans un épisode, il se transmute dans un homme noir, mais il ne le sait pas. Et c'est encore en période de ségrégation, donc il rentre dans un bar, et tout le monde le regarde très bizarrement. Et là, il se regarde dans le miroir du bar, et il voit que c'est une personne noire. Et en fait, le bar, il y a deux côtés, qui est séparé par un faux miroir, et donc l'effet physique est ultra top. En général, c'est le genre d'effet qui fonctionne toujours le mieux, parce qu'il n'y a pas une question de technologie derrière. C'est ça. Voilà, ça c'est... Toi, Olivier, donc toi, c'est quelque chose que tu avais revu ou pas Alors, moi, des Code Quantum, j'en ai revu, mais un peu de manière disparate.
j'ai pas revu la série dans sa totalité, dans l'ordre et compagnie. Et alors sur les 2 épisodes, le premier je m'en souvenais pas. Le deuxième je m'en souvenais relativement bien, parce que c'était quand je l'ai vu, en fait, tout simplement, c'est un épisode de la deuxième partie et donc au Vietnam se passe, il se retrouve transmuté dans le corps d'un soldat au Ils ont même Vietnam qui est dans le même régiment que son frère son frère. Ouais. dans les commandos et en fait ça je m'en souvenais très bien parce que c'est quand même enfin, je pense qu'à cet âge-là, ça devait être mon premier contact avec cette histoire du Vietnam, quoi. Donc c'est assez marquant, malgré tout. Euh, et voilà. Et donc c'était intéressant d'abord de revoir un épisode vraiment complet parce que comme je l'ai dit, je l'ai vu vraiment par bribes et souvent par bribes d'épisodes, rarement un épisode en entier. Et en fait, moi, le premier truc qui m'a, en dehors de toute l'émotion que ça crée assez facilement, en fait, ce qui m'a marqué, c'est l'intelligence d'écriture et de réalisation des acteurs. Moi, il y a un moment donné, quand on nous dit que la télé, c'était pas bien avant et que ça s'est vachement amélioré et machin et tout, je suis pas d'accord du tout, quoi. Moi, enfin, c'est en 89. Et là, on s'aperçoit qu'on a des scénarios qui sont élaborés, qui sont hyper bien joués, qui sont hyper bien tournés. À aucun moment je me dis tiens je regarde une série Z télévisuelle quoi. Enfin c'est vraiment je trouve ça bien mieux écrit que 98% des séries actuelles. Et il faut pas oublier que c'est sur sur NBC, donc c'est aussi C'est ça. du network, c'est même pas c'est le câble où ils ont plus de moyens, etc. C'est mais moi, c'est vrai que l'épisode au Vietnam, je trouve que il est sublime en termes d'image, il est trop beau. Ouais, et puis il dit quelque chose, il est choquant. Enfin, c'est quand même un épisode où t'as des gens qui sautent sur des mines, où t'as où on a c'est quand même une série relativement familiale, mais malgré tout sans les nommer, mais quand même en faisant comprendre que on voit des prostituées vietnamiennes, on voit qu'il y a des abus de la part de l'armée américaine. Et en fait, c'est là où ils sont forts, c'est-à-dire que ils montrent pas forcément les choses, mais ils font comprendre que les choses existent. Et ça, je trouve ça vraiment intelligent parce que finalement, ils ont contourné ce qui pouvait être une censure et finalement, ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire sur le truc, quoi. Ouais. Et moi, je trouve ça quand même vraiment en termes d'écriture, c'est fascinant parce que sur 1 heure et demie, alors d'abord aussi l'intelligence, c'est que sur un double épisode, c'est de pas avoir mis le double épisode à la même sur la même temporalité en fait. Non, parce que là on passe de 69 à avril 70. C'est ça, le 8 avril 70, donc quelques jours avant le décès du frère de Sam Beckett. Donc ça veut dire qu'à mi-parcours, on retombe sur une autre histoire qui est ok la continuité, mais on est dans un autre décor, on est dans une autre, on a un autre challenge, on a un autre et du coup la tension elle est forcément décuplée quoi. Et en fait je pense que c'est quelque chose qui peut-être qui a été perdu au fur et à mesure des années, c'est que les mecs ils cherchaient constamment à capter notre attention, à faire en sorte qu'on décroche pas quoi. Ils avaient de la pub à vendre, il fallait pas qu'on décroche une seconde de programme quoi. Alors que maintenant on regarde nos téléphones toutes les 2 secondes quoi. Je pense que ce qu'il y a là-dedans aussi pour Quantum Leap, c'est il fallait qu'ils créent de la tension avec 2 personnages. Il n'avait que 2 personnages qui revenaient tout le temps. On n'avait que Sam et Hal. C'était les 2 personnages qu'on connaissait à chaque fois. Et moi, je trouve que déjà, Quantum Leap, dans chaque épisode, ils arrivaient à rendre les nouveaux personnages qu'on suit ultra attachants. Mais ouais, c'est fou. Parce qu'en 40 minutes, on suivait toute l'histoire, on était à fond. Et quand on part, on est content de la façon dont les choses se sont arrangées. Et on retombe dans une nouvelle histoire. Et donc là, dans ce double épisode, t'es attaché. En plus, voilà, tu vois le frère 2 fois. Donc
quand tu le vois au Vietnam, tu fais ah non mais c'est pas possible, il peut pas mourir, il peut pas, c'est pas possible. Tu sais très bien ce qui va arriver, tu sais que c'est inévitable, et t'as envie de savoir comment il va essayer d'arranger les choses. Voilà, mais tu vois, par exemple, dans l'intelligence d'écriture, c'est la manière dont ils introduisent le frère. C'est-à-dire que le frère, en fait, on le voit pas au début du premier épisode. On en parle, on comprend qu'il y a un attachement entre Sam et son frère. Finalement, on connaît presque toute son histoire au frère sans qu'on l'ait vu. Et son frère, il arrive, et en fait, il est sous un déguisement de singe. Voilà, c'est le premier épisode. Il y a un truc marrant où il fait une surprise à Sam, et donc déjà, c'est assez drôle. Ouais, et du coup, c'est d'abord, il fait une surprise, donc c'est marrant à regarder, et puis après, on voit la réaction de Sam qui est super content. Donc voilà, en 2 secondes, on a compris que il y avait un truc qui se passait, il y avait vraiment un lien très fort entre les deux, et voilà, c'est bon, on a compris, et on a envie que son frère ne meure pas, quoi. En 2 secondes. C'est d'une simplicité sans nom, mais qui est très, très, très efficace, quoi. Non, et ce double épisode-là, moi, je trouve qu'il est intéressant aussi sur la relation entre Sam et Hal. Parce que dans le premier épisode, donc Sam, il va absolument changer les choses. Et Hal, dans les 2 premières saisons, il y a un moment où ils ont essayé de changer les choses pour lui. Parce que sa première femme, Beth, il était avec elle quand il est parti à la guerre au Vietnam. Et il a disparu au moment de la guerre du Vietnam. Il est revenu, je crois, 5 ans après. Il est revenu très longtemps après. Donc Beth, elle s'est remariée. On lui a annoncé qu'il était mort en mission. Et donc elle s'est remariée. Donc quand il est revenu, il n'avait plus la femme de sa vie. Et donc il a cumulé les mariages après. Et donc ils ont essayé de changer ça. Dans les premières saisons, ils ont essayé de faire en sorte que Beth ne se remarie pas. Et ça n'a pas marché. Et donc et c'était pas la mission. Et Hal avait poussé Sam à faire ça. Et Sam avait accepté, mais il n'était pas d'accord, etc. Et donc là, Sam, il veut changer des choses. Donc Hal lui a dit, mais non, mais t'as bien vu, on a déjà essayé et tout. Il fait, oui, mais là, c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est pour toi. Oui, parce que c'est pour moi. Donc, voilà. On voit un côté très égoïste, un peu, de Sam qui dit, voilà, maintenant, c'est mon truc. C'est moi qui voyage. C'est moi qui me tape, qui me coltine tous les problèmes. Donc maintenant, c'est à moi d'avoir quelque chose pour moi. Et je trouve que c'est assez intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, et là, je ne la spoilerai pas, mais il y a une révélation qui est faite justement au bout de ces 2 épisodes, qui explique tellement de choses. Qui est très émouvante. En quelques secondes. C'est là que je chiale. Hein. En quelques secondes, et là, tu comprends tout, tu dis, toi, tu te prends une claque en plus, quoi. Tu te dis, tu restes bouche bée jusqu'à la fin, tu dis, ah merde. Et alors que tu as vu la scène, tu as vu plein de choses, et c'était devant tes yeux, mais tu l'as pas capté. Tu l'as pas capté, quoi. Je trouve ça, c'est vraiment niveau mise en scène et écriture, c'est quand même très très fort. Moi, j'aurais noté aussi un truc qui m'a fait un peu sourire, c'est de trouver Patrick Warburton dans l'épisode 2. Ah, moi, c'est Tia Carrère. Et Tia Carrère. Et Tia Carrère, ouais. Et j'étais là, je fais, ah ben merde. Ah bon, mince alors. Enfin voilà, Tia Carrère, j'ai mis un petit temps, quoi, parce que moi, j'ai l'image d'elle, surtout dans Wayne's World. Ah, bah, Tia Carrère, c'est Cinefox. C'est Cinefox, dont on parlera dans quelques épisodes. Un jour. Non, mais c'est surtout que moi, je l'ai vu au générique. Je l'ai vu dans les guests mentionnés. Ah! Donc, je l'attendais. Quand elle est arrivée, tu la vois au loin avec son chapeau. Alors que Patrick Warburton, lui, t'as l'impression qu'il vieillit pas. Il a toujours la même tête de maintenant ou avant, c'est toujours pareil. Et bon, après, il joue vraiment le rôle qui colle à son personnage, quoi. Voilà, on peut pas s'attendre à autre chose de lui. Mais on a donc un double épisode vraiment magnifique, et qui, j'ai l'impression que si on n'a pas vu le reste de la série, ça peut être une porte d'entrée malgré tout. Oui, je pense. Faut quand même connaître le concept, malgré tout. Ouais, mais il te l'explique au début. Oui, c'est vrai. Oui, t'as le résumé. T'as le résumé qui est donc fait par Ziggy, potentiellement, parce que c'est, si je me trompe pas... Je sais pas, parce que Ziggy, c'était pas toujours une femme. Donc c'est pas dit qu'à cette saison-là... En tout cas, elle est accréditée telle quelle, puisque c'est Deborah Pratt, qui est la femme de Donald Belisario. Donc... En tout cas, moi, c'est ce que je vois sous IMDb, c'est ce que j'ai vu dans les crédits. Donc, après, c'est vrai que c'est pas
toujours, vu que c'est une machine, on peut faire un peu ce qu'on veut avec. Mais en tout cas, voilà, là, c'était le cas, et c'était justement la femme du créateur. Je trouvais ça assez marrant de s'en rendre compte, parce que elle ne porte pas ce nom-là. Hein, Deborah Pratt, on peut se dire, ah bah d'accord, ça a à voir avec Chris Pratt. il est partout, partout tout le temps. C'est pas possible. Et alors moi, il y a aussi un autre truc qui moi me fait toujours plaisir avec, et c'est parce que je suis en plein dedans pour un c'est rigolo, même si bon, Code Quantum n'est pas une sitcom ou une comédie. Il y a des moments très drôles, mais ça n'est pas il y a de l'humour, ouais. Il y a de l'humour, mais c'est parce qu'en fait, dans le générique, c'est Mike Post qui est derrière. Et tu entends que c'est du Mike Post. Tu as ce piano, ce synthé, ces notes-là, tu dis, ok, tu vois qui c'est. Et pour en avoir écouté plein, tu sais que c'est lui. Quoi. Mike Post, vous tapez, voilà, c'est ce qu'il a créé pour la télé. Vous allez voir qu'il y a une patte, un peu comme d'autres longs, mais ça me fait toujours un petit quelque chose d'entendre les notes de cet auteur-là que j'aime beaucoup. Qui, par contre, là, moi je l'aime bien, ce générique-là, mais c'est le seul truc qui ferait peut-être un peu daté dans la série. Ah bah oui. Clairement, il fait son temps. Bah déjà, il y a un générique, donc déjà c'est daté. Ouais. Non. Il y a encore des génériques. Il suffit juste de pas ignorer l'intro. Ouais, sur les networks, t'en as quand même plus beaucoup. Hein. Ouais, mais c'est parce qu'ils les gardent pour les VOD ou les DVD. Ah oui, et puis ils ont... c'est du temps de pub en moins, ça va pas du tout. Ouais, c'est vrai. Mais là, vraiment, ça fait dater, et surtout, il y a un côté enjoué. Mais... oui, qui va pas avec la série. C'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, putain, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu le générique, et je me suis dit, c'est bizarre, parce que ça fait vraiment un petit peu sitcom... Oui, c'est ça. C'est sitcom sympa et tout. Et en même temps... Et surtout la fin. Tu t'attends à ce qu'à chaque image, en fait, ils soient là en train de faire un petit sourire face cam, comme dans les sitcoms. Tu t'attends à Allez Sam, The Odd Couple, quoi. Ouais, ben c'est ça, ouais. Ah ouais, non, c'est vraiment ça, et c'est marrant, mais en même temps, c'est peut-être ce qui permettait à nos parents de se dire, tiens, ils regardent un truc familial, c'est sympa, on va les laisser regarder ça. Ben, c'est vrai que ça fait... C'est peut-être le truc, il est mythique, ce générique, mais en soi, pour être franc, voilà, et ne pas non plus faire les fanboys, c'est un truc qui ne colle absolument pas à la série. Pas du tout. Et c'est ça qui est marrant. Voilà, c'est... Après, il y a eu des épisodes assez drôles aussi. Il n'y a pas que des épisodes tragiques et tout. Hein. Il y a des épisodes où ils se retrouvent dans des situations un peu où c'est un peu drôle, où c'est un peu justement quand ils se retrouvent dans la peau d'une femme ou dans un. Enfin, il y a pas que des trucs. Oui, il y a des situations légères qu'ils doivent résoudre, c'est clair. Enfin, pas toujours, mais il y en a. Ouais. Mais malgré tout, globalement, c'est. Globalement, on est sur un drame, et Sam essaye de faire le positif. Je crois que c'est une des séries qui a le mieux mixé des éléments, autant d'éléments sans que ça devienne un gloubi-boulga dégueulasse, quoi. On a à la fois le divertissement, l'humour, la profondeur, le côté historique, le côté familial, le côté, c'est quand on fait la somme de tout ce qui ressort d'une série comme Code Quantum, pardon, ouais. C'est que, on se dit, mais les mecs étaient quand même super forts, quoi. Parce que et moi, ça m'a quand même appris quand même beaucoup de choses au point de vue historique. En tout cas, ça avait cet avantage-là aussi, c'est que ça permettait d'avoir des idées de date par rapport à ce qui s'est passé. C'est ça, et puis ça donnait envie. Moi, quand j'ai regardé ça gosse, en fait, je voyais l'épisode, je me dis, ah tiens, après j'allais au CDI et tout, et puis j'allais regarder à la bibliothèque, et puis je prenais des livres qui étaient en rapport avec les épisodes qui étaient diffusés. Dans les années 90, il y a quand même pas beaucoup de séries qui parlaient de la cause des Noirs, de l'apartheid, de choses comme ça. Et ils ont réussi à amener ça dans les foyers de manière presque naturelle, quoi. Ouais. Et
parler à l'Amérique de fin 80, début 90 du patriotisme. Donc on est guerre du Golfe, ça doit être à peu près cette période-là. C'est juste avant en fait. Et ça commence juste avant. Et t'as un réseau de network, enfin un network qui amène ça dans les foyers américains et qui dit regardez, on a peut-être fait la connerie une fois au Vietnam. Bon, ça serait un peu con de refaire la même chose tout le temps, la même erreur tout le temps. Je trouve ça assez culotté quand même. En fait, quand je regarde la date, parce que j'ai vérifié pour être vraiment sûr de tout ça, c'est que donc l'épisode est arrivé fin septembre et la guerre du Golfe, ça a commencé, les débuts, c'est vraiment en août 90. Ouais. Donc, allez, on va dire 1 mois et demi, 2 mois avant. Ouais, donc il y a quand même, à mon avis, c'est pas innocent. Il y a une possibilité de. Ouais, c'est pas innocent. Là, en fait, ça, en pensant aux dates, j'ai fait le lien, mais forcément, on fait le lien, quoi. Mais j'avais un doute entre 90 et 91, mais en fait, oui, c'est parce que ça s'est étalé, quoi. Donc, voilà, la guerre de le Golfe. Voilà. Bon, bref. En tout cas, on n'était pas là pour dire du mal de la série. Non. C'était un choix de pilote et puis, à charge et à décharge. Pour dire un mot sur Dean Stockwell, voilà, dans l'épisode, on voit tout son jeu, tout le capital sympathie qu'il peut apporter, son humour, la relation qu'il a avec Sam. C'est un petit coquin. Et, ça, c'est un petit coquin, ouais. Ça, Et pas le dernier pour la fessée. Et parce que quand même, elle a de gros objectifs. Elle a de gros yeux. De gros objectifs. Et des gros objectifs. Voilà, bien ronds. Bon. Ils ont bien assisté là-dessus. C'était un peu lourd, mais c'était un peu lourd. Rigolo. C'est rigolo. Ou la scène quand justement il voit qu'il y a une, parce qu'on voit le côté armé, il y a une femme, ils deviennent complètement fous. En plus de ça, avec toutes les prostituées, le bar, machin. Enfin, c'est voilà, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Et le saut de ce soldat de l'hélicoptère dans l'eau. Parce qu'il a justement vu qu'il y avait cette reporter qui était là pour le prix Pulitzer, comme elle dit. Premier truc, c'est quand il saute dans l'eau, puis alors il est toujours pas sorti, c'est de votre faute, il est mort. Comme en fait, spoiler alert, non, il ne l'est pas. C'est un petit rigolo. Mais enfin voilà, c'est ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'intrigue de Sam, il y a l'intrigue de ce qui se passe réellement, il y a tout ça qui se mélange, qui vont s'entrecouper, et moi franchement, je suis sorti de là, je fais putain merde, je veux voir le reste, quoi. Je veux revoir la série, quoi. D'autant plus que c'est pas, en gros, c'est pas long à regarder, il y a pas non plus non, mais surtout que leur principe de construction des épisodes est quand même pousse à ça, puisque en fait à la fin de chaque épisode on a le début de l'épisode suivant. Ouais, et là il se retrouve donc là il devient prêtre, et là tu fais qu'est-ce qui va se passer un mariage, et tu dis, on a envie de voir. Ouais, t'as envie de voir. Et puis ce petit il le fait plusieurs fois, il fait le petit oh boy. Là. J'avoue, j'ai regardé en VO et ça m'a manqué un peu parce que moi j'ai vu les origines, je l'ai vu la première fois en VF. Moi j'ai regardé en VF. Oh bravo. Oh bravo. Rappelons-le, c'est par cette série que je suis tombée amoureuse de Scott Bakula. Cela mérite d'être mentionné. Et donc voilà, moi c'est la voix française de Scott Bakula et le oh bravo m'ont manqué quand même. Mais d'un autre côté, je l'ai pu l'entendre chanter Imagine en VO. Donc ça c'est bien. Parce que dans la version française, c'est pas une piste où il est en. Je pense, mais je sais pas. Il a quand même pas refait chanter. Non, c'est la voix de Scott Bakula. Ah, d'accord. Parce que je l'ai vu en VF. Franchement, là, j'ai eu peur parce que je suis désolé. Hein, non, c'est justement chose qu'il faut pas faire. Je suis d'accord. Et justement, je trouve que la voix française est pas si éloignée que ça de la voix de sa voix originale. Parce que c'est vrai, moi, dans l'oreille, j'avais encore la voix française, enfin, parce qu'on voit dans les extraits tout ça, et là, j'étais là, je fais, finalement, ils ont pas trop mal. Ouais, choisi. Je vais vérifier qui c'est. C'est Guy Chapelier. Et c'est vrai qu'il a plutôt. Je lui tire mon chapeau. Ouais, non, bien joué. Bien joué. Qu'est-ce qu'il a fait, Guy Chapelier? Parce que ça.
en série. Chuck. Oui, bah oui, parce que bon, voilà. C'est la bonne voix dans Chuck. Oui, non, c'est la bonne voix dans Chuck. Mais niveau série télé, en fait, il a pas fait grand-chose de très... Alors, peut-être c'est... Ah non, ça, c'est les séries télé où il joue dedans. Ah, alors, attends. Scott Bakula, il le fait dans les films aussi, dans 4 films. Il fait beaucoup de films. Télévision, Eric Roberts, Christophe Waltz, Scott Bakula, donc... Treat Williams, Gregory Harrison, Robert Hayes. T'as fini de citer des gens qu'on connaît pas. Mais moi je les connais, mais je suis en train de chercher. Ouais, non, après c'est vrai qu'il n'y a pas... c'est pas des noms très... forcément très très connus, quoi. Enfin, maintenant. Voilà. Mais bon, voilà, c'est Scott Bakula. Voilà, Scott Bakula. Je pense que déjà, rien que de doubler tout ce qu'a fait Scott Bakula, t'as déjà... du travail, ouais, ça va. T'as déjà bien rempli ta carrière, quoi. Ah, il a doublé Christopher Meloni dans une série, Un meurtre à Greenwich, dans un film. Un truc de meurtre. Avec Christopher Meloni. Quoi? Mais comment c'est possible? C'est impossible. Enfin, voilà. Donc, en gros, tout ce qu'on pourrait vous dire, c'est regardez ces 2 épisodes-là. Regardez tout. Ouais. Bref, voilà. C'était d'autres toute la sérigraphie de Scott Bakula. Ce serait peut-être poussé quand même. Ouais, Mr. et Mrs. Smith, vous pouvez y couper. Oh, on l'a fait pour vous, hein. Ah oui, c'est pour ça que je dis vous pouvez y couper, c'est bon. Ouais, elle est facile à trouver en plus. Elle est plus facile à trouver que Code Quantum. C'est clair. Alors, hein. Putain. Mais c'est pas une bonne raison. Et puis surtout, pour faire plaisir à Mathieu, il y a Jacqueline. C'est ça, Jacqueline ou Gisèle, je sais plus. Enfin bon, j'ai fait un prénom. Enfin voilà. Donc ça, c'était notre façon de rendre un petit hommage à Dean Stockwell. Est-ce que l'on prend le temps de faire vos recos? Eh ben, c'est toi qui nous dis, moi. Et donc moi, j'en ai pas. Je regarde les mêmes choses, mais c'est pas des nouvelles choses, parce que j'ai pas eu le temps de regarder de nouvelles choses. Mais donc, Olivier, qu'est-ce que tu as regardé? Moi, je voulais juste vous parler de Maid, qui est arrivé sur Netflix il y a quelques temps, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu une communication de ouf. Je pense Alors, chez nous, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, chez nous, il y a peut-être pas... Ouais. Parce que ça a dépassé le jeu de la dame en mini-série la plus vue sur Netflix. Ah bon? Du coup, il y a que chez nous qu'on n'en a pas fait la pub. Ah d'accord, ok. Ouais, chez nous, ça a dû durer 1 minute. Oui. Je l'avais, j'ai rien dit, je me suis tue devant cette nullité. Oui, je l'ai fait. T'as raison, il faut assumer. C'est ça. Il faut pas se priver de bons jeux de mots comme ça. Non. Sinon après on fait un ulcère. Donc c'est vrai. Regardez l'épisode de Malcolm où il se retient de dire les choses. Faut jamais se retenir de quoi que ce soit. De toute façon, en général, c'est dangereux. Il faut lâcher. alors, et puis je te laisse parler. Je suis désolé, mais vraiment, j'ai revu un truc du Burger Quiz dernièrement avec la question, c'était est-ce que se retenir de péter fait payer de la gueule? Oh. Et la réponse était oui. Parce que Chabat disait clairement, de toute façon, à force de se retenir, le gaz il doit bien passer par quelque part, donc il remonte. Oh. Burger Quiz me manque. Mais oui, mais il nous manque tous. Et en plus, il nous refait des rediffusions, là, juste histoire de nous dire que ça existait, mais qu'on peut plus le voir en vrai. Petit burger parti trop tôt. Oui. Goodworthy Manor was a show about an upper-class English estate at the beginning of the 20th century. My word, you can't possibly mean... But I do! With the succession of Lady Eastbrook to Viscountess of Maryland-Mead, our cousin Baldric becomes the Earl of Witherstead! I only posted that prediction 15 times on the forums! Bon, bref, Maid sur Netflix, qui est arrivé le 1er octobre. Et du coup, je suis très content d'apprendre que ça a marché dans le reste du monde, parce que je trouve que c'était une belle mini-série qui, à mon avis, n'exploite pas tout son potentiel, mais qui malgré tout reste quand même une belle surprise. Alors, ça raconte en fait l'histoire d'une mère de famille qui est jouée par Margaret Qualley, qu'on avait vu dans The Leftovers notamment. Ouais.
qui en fait, c'est la première scène de la série. En fait, elle se barre avec sa fille pour fuir son mari violent, sauf que elle a pas de sous, elle a pas de quoi se loger, elle a rien du tout quoi. Elle part vraiment juste pour une question de sécurité, mais elle ne sait absolument pas où elle va aller. Et donc en fait, on suit donc sa vie. Comment elle va s'en sortir, comment elle va s'en sortir aussi avec son mari, comment elle va s'en sortir aussi avec sa mère qui a des problèmes psychologiques, psychiatriques même. Voilà, enfin c'est la pauvre fille, elle a pas une vie facile et donc on va suivre sa vie et elle va notamment prendre un job dans un service de nettoyage à domicile et devenir maid. Donc d'où le titre de la série. Mhm. Et donc en fait, ce qui est très fort dans la série, c'est justement cette actrice, donc Margaret Qualley, qui arrive à tisser avec la jeune comédienne qui joue sa fille un lien qui est assez bouleversant. Je trouve qu'il y a vraiment un truc qui se passe entre les deux. On sent elle a réussi à créer avec la petite fille quelque chose parce que la petite fille, elle a quand même elle doit avoir dans la série, elle doit avoir 3 ans. Donc j'imagine qu'elle doit en avoir 5 dans la vraie vie. Mais c'est pas évident quand même de créer quelque chose avec une fille aussi jeune. Et ça marche très bien. Il y a vraiment un truc maternel qui se dégage d'elle. Et surtout, ce que je trouve intéressant chez elle, c'est que sa manière de jouer n'est pas du tout une performance. C'est-à-dire que avec tout ce qui lui tombe sur la gueule à chaque fois qu'elle se prend des uppercuts dans la tête et tout, en fait, elle va pas chercher à jouer le drame, elle va pas chercher à montrer que c'est une femme battante, à montrer que, enfin voilà, elle va pas essayer de me faire chialer dans les chaumières, mais en fait, on voit qu'elle encaisse. En fait, elle réagit comme une mère normale réagirait, c'est-à-dire que elle ne réagit pas à ce qui vient de lui arriver, elle est juste en train d'analyser le truc pour se dire comment je vais faire avec ma fille pour m'en sortir en fait. Et du coup, et ça passe pas par du dialogue, ça passe que par une gestuelle, un regard. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que c'est ce qui permet à la série de jamais rentrer tellement dans le pathos, quoi. Donc pour moi, la grosse force de la série, c'est elle. Il y a un point intéressant aussi qui me paraît important et qui est, à mon avis, pas assez exploité, c'est que à partir de l'épisode 3, donc quand elle devient maid, en fait, donc on la voit travailler dans les maisons, et chaque maison dans laquelle elle va travailler fait ressortir quelque chose de sa personnalité, fait ressortir quelque chose de son passé, fait ressortir quelque chose de sa psychologie. Et en fait, j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que d'un point de vue sériel, c'est vachement bien d'avoir à chaque épisode une maison différente et de comprendre le personnage, de comprendre son évolution à travers les maisons qu'elle est en train de nettoyer et à travers les objets des gens qu'elle connaît pas, parce que finalement elle arrive, elle nettoie, les propriétaires sont pas là, elle découvre la maison, elle découvre les objets et en fait tous ces objets qui ne lui appartiennent pas vont dire quelque chose d'elle, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intelligent dans l'écriture, sauf que ça dure entre l'épisode 3 et l'épisode 6 sur 10, quoi. Et donc c'est 4-5 épisodes, quoi. Et finalement, en fait, moi j'aurais aimé avoir ça dès le début, quasiment, qu'on nous mette qu'on nous plante le décor sur un épisode et puis après qu'on nous montre ça, parce que j'ai trouvé que c'était une approche qui était totalement originale et qui était très intelligente et qui ramenait beaucoup d'émotions en fait. Moi, ça m'a vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché. Et je trouve ça dommage qu'ils aient pas poussé le truc un peu plus loin sur la fin et qu'ils soient revenus à un récit beaucoup plus classique en fait. Et après, ça reste une série qui parle de beaucoup de choses, qui questionne notre engagement, parce qu'en fait, elle se retrouve souvent en face de personnes qui, en fait, dans la théorie, veulent aider les gens, mais en fait, quand vient le moment où ils peuvent aider cette pauvre mère de famille, en fait, ils se disent ah bah ouais, mais putain, fait chier, il va falloir que je loue mon logement à quelqu'un que je connais pas, qui a pas d'argent, machin et tout.
bon bah finalement tous les beaux principes ils s'envolent quoi. Donc c'est ça, je trouve ça intéressant de questionner un peu nos engagements au-delà du côté théorique. Et puis il y a une autre chose aussi que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que finalement c'est une personne qui arrive jamais à demander de l'aide aux gens en fait, qui dès qu'elle voit qu'elle a la possibilité d'être aidée par quelqu'un, elle fuit parce qu'elle a peur, elle a pas envie d'être aidée, comme en fait tous quoi. Et c'est le nœud du problème chez les femmes qui sont victimes de violences conjugales, c'est que souvent elles osent pas demander de l'aide. Et en fait, on voit que elle va faire un travail psychologique tout au long de la série, parce que c'est une mini-série, donc elle va faire un travail psychologique tout au long de la série pour apprendre à demander de l'aide. Et ça, je trouve que c'est un travail sur le personnage qui est très beau à voir. Et il y a plein de moments où on se dit, mais demande de l'aide, s'il te plaît, demande de l'aide. Et donc, je trouve, encore une fois, ça rajoute quelque chose d'assez émotionnel. Et voilà, donc c'est une série qui arrive à manier, qui arrive à confronter perpétuellement l'espoir avec le fatalisme, avec les épreuves. Et c'est une montagne russe, quoi. C'est vraiment, il y a des moments qui sont très beaux, très lumineux, machin, et puis tout d'un coup, ça tombe dans le dark, mais ça remonte automatiquement. Et c'est une série qui passe son temps à aller chercher la lumière là où elle n'est pas. Et voilà. Donc globalement, j'ai trouvé que c'était vraiment une très 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 belle série, assez émouvante. Donc ce sont des épisodes d'à peu près 45 minutes, 1 heure, si j'ai bien vu. Ouais, c'est ça. Donc 10 épisodes sur Netflix depuis le 1er octobre 2021. Voilà. Et par rapport à ce que tu disais, effectivement, la petite Maddie a bien 5 ans. C'est ça. Et bah c'est franchement, putain, elle est super bien quoi. Et c'est son premier rôle. Ouais. Mais en fait, il y a une vraie connexion qui se font entre les deux quoi. Et ça c'est 99% pour la gamine, c'est 99% du truc quoi. On y croit à mort. Quoi. Enfin, c'est vraiment. On se pose pas de questions quoi. Ok, très bien. Donc Maid, conseillé par Olivier sur Netflix. Et on reste sur Netflix avec Cécile. Oui, moi je vais vous parler rapidement de Arcane. Donc c'est la série de Riot Games qui vient de sortir sur Netflix et qui est adaptée des jeux de Riot Games, League of Legends. Alors, je tiens à préciser, moi je n'ai jamais joué à League of Legends. Je vois vite fait à quoi ça ressemble, mais vraiment de très loin. Pourquoi t'as été intéressée par ça alors? Parce que j'ai un conjoint qui suit les tournois de League of Legends. Voilà, la raison est là, parce que je me dis, si tu joues pas, tu suis pas, il y a aucun intérêt. Non, et ben c'est faux. Franchement, parce que la série, il y a pas besoin de connaître. Tu sens en regardant la série que tu loupes des Easter eggs partout. Dès que t'as un personnage qui arrive, tu fais, c'est un personnage du jeu ou pas? Vraiment, à chaque fois qu'on te présente un nouveau perso, c'est vraiment la question que tu te poses. Mais c'est tout. C'est la seule sensation que tu as de rater quelque chose. Sinon, ça suit l'histoire de plusieurs personnages dans une ville qui est séparée en deux. Donc, on a la ville haute qui est riche, technologique, qui est Piltover, et on a la ville basse. C'est vraiment les bas-fonds, construction classique, les riches. Oui, voilà, le truc crade où il y a les pauvres, c'est Zone. Et on suit. Donc la série est divisée en 3 actes de 3 épisodes. Et pour vous situer le premier acte, on suit 2 orphelines, Powder et Vi, qui sont sœurs, qui ont été recueillies par, on va dire, Vander, celui qui dirige un peu Zone, qui permet que la ville basse fasse un peu ce qu'elle veut, mais tout en restant à peu près ordonnée, sans que les flics de la ville haute viennent les embêter. Et c'est bien gentil tout ça de vivre dans la ville pauvre, mais avec leur petit groupe d'amis, elles vont aller piquer des trucs elles vivent dans la ville basse, mais elles vont piquer des trucs dans la ville haute, et tout ne va pas se passer comme prévu. Et dans la ville haute, on suit l'histoire essentiellement de Jace, qui est un jeune inventeur qui, lui, essaye de mêler la magie et la technologie. Parce que dans le monde dans lequel ça se passe, dans Runeterra, on a de la magie, mais très peu de gens peuvent l'utiliser. Et là, dans la ville où on est dans une ville qui est basée sur de la technologie, la ville haute. Ils ont des armes à feu, ils ont des dirigeables, on est vraiment dans un univers steampunk. Et lui, il va essayer d'exploiter
la magie sous forme de gemmes pour, comme source d'énergie pour leur technologie. D'accord. Et le conseil de la ville n'est pas très d'accord avec ça parce que la magie c'est dangereux. Donc la technologie à la vapeur ça marche bien. Franchement, pourquoi on veut améliorer les choses? Et lui il n'est pas trop d'accord. Donc voilà. Il essaye de se battre de son côté dans la ville haute pour faire bouger les choses. Et il y a plein d'intrigues, il y a plein de personnages qu'on suit. C'est super intéressant. L'animation est magnifique. Ouais, ça a l'air très beau. C'est une Très boîte beau française visuellement, c'est une boîte française qui fait ça. D'accord. Fortiche, je crois, Fortiche Productions. Et c'est Ok. sublime. Vraiment, la musique aussi. On a un générique par Imagine Dragons qui est trop bien. Ah bah ils sont pas chiés, Et ça la va. musique. Ah oui, non, ils sont. Moi, c'est le premier truc que je me suis dit quand j'ai vu le générique. Je fais, oh bah ils sont pas chiés. Donc non, franchement, que vous aimiez League of Legends ou pas, moi je conseille si vous aimez le style un peu steampunk et suivre une histoire dense avec des personnages qui vont se croiser, des époques aussi. Enfin, on va suivre quand même les personnages sur plusieurs époques. Les personnages vont grandir. Ah mais c'est eux qui avaient fait Rocket et Groot sur Disney. Ah, bah j'ai pas vu. C'était tellement bien Rocket et Groot. C'était plusieurs épisodes mais de 5 minutes quoi. Hmm. Et c'était juste l'animation était folle. Et ben là, l'animation est top. Ouais, là, ça a l'air vraiment joli. Ah, c'est vraiment beau. Ils ont travaillé avec Gorillaz. Il y a une. Ouais, bah voilà. Ça, Ah, bah on peut voir la patte, ouais. Ça... C'est drôle parce que j'allais te dire exactement ça, c'est que ça me fait penser à un clip de Gorillaz, ouais. Mais ils ont travaillé avec Gorillaz pour une pub, mais ils ont travaillé sur un clip pour Imagine Dragons. Qui était pour Riot. Oui, qui était pour League of Legends. Ils ont fait la musique, je sais plus quand, pour Warriors. Ouais, Warriors pour le. Ils ont fait beaucoup de choses pour League of Legends. Pour un annuel, donc ouais, ils sont copains. Et donc ces épisodes de 40 minutes, donc là les 2 premiers actes sont sortis, donc on a 6 épisodes qui sont déjà disponibles, et le dernier acte sort le 20 novembre. Donc j'ai hâte, parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il se passe. Et voilà, si vous connaissez pas le jeu vidéo, voilà, le seul truc que vous allez manquer, c'est des petites refs aux personnages, et d'avoir une idée d'où les personnages vont, parce que clairement, c'est un préquel au jeu, donc les personnages qu'on connaît dans le jeu, dont on connaît le destin, là on les voit avant, donc on voit comment ils sont devenus les personnages du jeu. Ouais, enfin ça c'est pas en soi c'est pas très grave parce que non, c'est pas ça fait une petite porte d'entrée où ça fait un clin d'œil pour ceux qui connaissent et tant que l'univers de Runeterra qui est dans plusieurs jeux chez Riot est globalement bien dépeint pour pouvoir ne pas perdre les nouveaux venus. Ah oui, non, franchement, il y a pas besoin de connaître le jeu. Après, par exemple, pour le personnage de Powder, une des 2 sœurs dont je parlais, ceux qui connaissent le jeu savent ce qu'elle va devenir et clairement, ça, voilà, tu gagnes des choses à savoir ça, mais ça rend pas la chose inintéressante à suivre. Pas du tout, au contraire. Ok. Et donc voilà, je conseille. C'est arrivé le 6 novembre sur Netflix. Ouais, c'est 3 épisodes chaque semaine. Et tu as regardé ça en VF ou VO? VO. D'accord. T'as pas essayé la VF pour savoir non, ce que ça va je peux pas te dire. On n'a pas testé. D'accord. Je suppose que de toute façon, il y a une VF. Oui, j'ai les noms. Donc, oui. D'accord. Ah, tu as les noms sur la fiche Wikipédia, un très bon site que je te conseille. Ouais, il y a les noms j'ai regardé, des personnes. Moi, le seul que je connais en VO, c'est Kevin Alejandro, qu'on a vu dans Lucifer, qui jouait Dan et qui joue le fameux Jace dont je vous parlais. D'accord. Ouais, non, je regardais un peu rapidement qui est en... Ah bah il y a Adeline Chetaille, donc déjà ça commence bien. Ouais, Boris Rellinger, ouais, Cédric Dumont, Jim Redler, Hervé Grull, bah oui, ok, d'accord. Ouais, bah c'est Christophe Lemoine, bah tiens, allez hop. Ouais, donc ça va, on va dire que c'est des usual suspects, quoi. Et c'est de bonne qualité, apparemment. Il faudrait voir ce que ça donne en vrai, mais là, de ce que je vois dans les noms, Powder, c'est Adeline Chetaille, et Adeline Chetaille, j'adore sa voix, donc... Et Alice Torrent, ça me dit pas grand-chose. Qui joue Vi, c'est ça. Par contre, c'est vrai que je regarde les comédiens anglais, enfin, je suppose originaux, enfin, j'allais dire américains, mais j'ai dit plutôt originaux. Ouais, y a personne qui me dit quelque chose là-dedans, quoi. Alice Torrent. Non. Si, il y a Katie Lung, c'était Cho Chang, dans Harry Potter, c'est tout.
Voilà. Mais j'ai pas reconnu sa voix. Par contre, oui, Kevin Alejandro, j'ai Ouais, reconnu Kevin sa voix. J'ai Alejandro, reconnu Dan. Ouais, dans Pour avoir Lucifer. vu Lucifer il y a pas longtemps, je vais. Ah, il me dit un truc celui-là. Ok, donc voilà, c'est 2 séries Netflix, donc Made et Arcane. Donc Arcane, la suite, on sait pas encore c'est pour quelle date, ils ont pas donné. Si Arcane, j'ai dit c'est le 20 novembre, 20 novembre. le dernier acte. Et on Ah. sait pas après s'il y aura d'autres. Ça m'avait complètement sorti, voilà, parce que je suis en train de chercher un truc en même temps, forcément. Je peux pas tout faire en même temps, je suis un homme. Je suis pas multitâche. Mais multitâche, si. J'en fais plein. Je suis une tâche, je ne suis pas multitâche. Ouais, et finalement, ça devait arriver en 2020, ça a été repoussé à cause du Covid. Ah, Covid. En fait, non, et ça a été révélé en 2019 pour les 10 ans de League of Legends. Donc, ça a pris son temps. Voilà. Donc voilà, plein de choses pour vous à regarder. Et puis, moi, j'ai plein de choses à regarder, à rattraper en retard, histoire de pouvoir dire des choses la prochaine fois, hein, plutôt que de vous dire que je regarde toujours les mêmes choses, c'est très bien. J'ai pas vu le truc des psys là sur Apple TV, j'ai pas vu Dopsic sur Apple TV, j'ai pas vu plein de choses. Veuillez m'excuser. Non. Non, bon. J'ai vu à l'aube du 6e jour, ça. Non. Non. Alors là. J'aurais mieux fait de pas. Ouais, mais non, faut pas faire ça. Bref, en tout cas, merci à vous deux pour cet épisode. Merci pour vos recommandations et pour justement pour l'épisode de Code Quantum. Donc, retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, faut bien l'avouer. Les autres, j'y suis, mais bon. Comme moi, quoi. Voilà, je passe une tête. Ah, ok, c'est toujours la même chose. Ok, d'accord, je reste sur Twitter. Vous pouvez aussi nous soutenir grâce à utip.io/Monsieur Seri, ou alors aussi dans le lien qui sera écrit par rapport à Zencaster, qui est l'outil que l'on utilise, qui vous propose 30% sur les 3 premiers mois de votre abonnement, et nous, ça nous fait gagner $10. Wow. Voilà, je la joue carte blanche, vous le faites pas, vous faites comme vous voulez. Mais globalement, voilà. Le début de la richesse. Si vous prenez un abonnement Zencaster, pensez à nous, quoi. Enfin, voilà. C'est ça. Si vous avez dans l'intention de trouver un outil qui fait comme on... Voilà. Ben voilà, pensez 3 mois, et puis après, si jamais ça ne va pas, faut passer à autre chose. Nous, ça fait depuis février qu'on est sur Zencaster, donc finalement, c'est que ça marche pas trop mal. Enfin, voilà. Dernier mot, le mot de la fin, Cécile. Raclette. Ah, oui, forcément. Oui. Non, mais il fait froid, enfin, vous allez entendre que ça. Hein. J'en ai mangé une hier. Ah bah, j'en ai mangé une samedi. J'en ai mangé une il y a trop longtemps, j'ai oublié. Mais n'oubliez pas que la raclette est un repas de gauche et pas de droite, donc comme j'ai pu voir sur Internet. Ah bon? Mais bon, on s'en fout, je suis très Parce que c'est gaucheur. convivial. Parce que c'est convivial, c'est communiste et tout ça, bon, bref. Ah. Comme la partouze. Olivier, le mot de la fin. Ziggy. Il s'appelait Ziggy. Il s'appelait Ziggy. Ou elle, on sait pas. Ou elle, voilà. Ouais, ça s'appelait Ziggy. Il ou elle, Yel s'appelait Ziggy. Ou on. Comme j'ai vu dans le Forza Horizon 5, tu peux choisir si tu es il, elle ou on. Ah oui. Ah, neutre, ouais. On s'appelait Ziggy. Je pense qu'ils ont fait la traduction de l'anglais vers le français. Damn, ouais. on. Non, mais pourquoi pas. C'est pas mal. Je trouvais ça pas mal. Voilà. Et moi, le mot de la fin, ce serait oh bravo. Ah. Il y en a 2. Non, c'est écrit oh bravo. Et j'ai pas commencé. Ça commence bien, j'ai que me recouper. Bon, bref. J'étais vraiment hypnotisé par le timer. C'est assez affreux. Je crois que je suis fatigué.